Donc, comme je disais, merci à toutes et à tous pour votre présence à cette session de colloque dédiée aux enjeux de ville productive qui a été largement co-organisée avec Jamel Klouch, cofondateur de l'AUC, architecte urbaniste, et durant lequel nous avons le plaisir de recevoir trois personnalités engagées sur ces questions-là, des praticiens, Julie Collet, qui nous vient tout droit de Bruxelles, qui est membre de l'équipe du Bouwmeester de la région capitale, Bruxelles, et qui va commencer cette session, d'abord en nous expliquant ce qu'est le Bouwmeester, qui est une spécificité, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais hollandaise à la base, importée depuis une dizaine d'années en Belgique et en particulier à Bruxelles, et puis qui nous expliquera comment ce rôle très singulier dans l'aménagement bruxellois s'applique aux enjeux de ville productive pour un territoire qui est évidemment en prise avec des enjeux de mutation de son tissu économique et du coup de son territoire. Nous laisserons ensuite la parole à Rémi Ferrej, qui est directeur général de Postimo, de la Postimo, donc directeur de l'immobilier d'un des grands propriétaires fonciers français, avec évidemment une question logistique et productive omniprésente, un foncier en réseau sur tout le territoire, hein, c'est ce qu'on se disait il y a un instant, hein, qui va de la Poste du Louvre jusqu'au petit bureau de poste de nos villages, partout en France, et qui pareillement mute, et mute sous quelle forme, ce sera tout l'enjeu. Enfin, nous entendrons Fabienne Duvez. Vous êtes directrice générale de la Sorelli, Sorelli, l'aménageur lillois, que certains connaissent peut-être ici et pratiquent sans doute, et qui est également un territoire en pleine mutation, évidemment épicentre de l'appareil productif et industriel français jusqu'il y a peu, et qui aujourd'hui passe le cap d'une nouvelle révolution industrielle peut-être, et qui en tout cas dans son aménagement s'interroge et voit aussi le rôle de chacun des acteurs évoluer. Vous nous raconterez ça. Et puis enfin, je laisserai la parole à Jamel Klouch pour conclure. Mais tout d'abord, Julie Collet, à vous la parole. Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je n'ai pas de slide qui explique la fonction du Bouwmeester, maître architecte, mais je vais vous lire sa description de fonction. Donc, c'est la mission du Bouwmeester, maître architecte, et son équipe veille à la qualité spatiale des projets en matière de développement urbain à Bruxelles et dans une position indépendante. Donc, le Bouwmeester, nous l'avons traduit par maître architecte, mais ça serait plus si on devait le traduire littéralement. C'est difficile à traduire, mais ça serait le maître constructeur, ce qui est paradoxal vu que la spécificité du Bouwmeester, c'est qu'il ne construit rien. Il chapeaute, il veille, c'est un agitateur d'idées. Il essaye de mettre le débat sur la qualité sur la place publique. Il a 4 missions principales. Il organise les concours d'architecture et d'urbanisme, tant pour les maîtres d'ouvrage privés que pour les maîtres d'ouvrage publics. Il a mis en place le débat sur la qualité à travers la mise en place d'une chambre de qualité qui est composée de différents acteurs publics, mais aussi d'experts externes. Dans son équipe, il y a une équipe dont moi je fais partie, qui est l'équipe de Research by Design, de recherche par le projet. Je vous expliquerai ça un petit peu après. Et on a également des missions de communication et d'emmener et de montrer la transparence et la manière dont on organise les concours. Alors, au sein du Bouwmeester, la question de la ville productive est vraiment au cœur de nos préoccupations. C'est pas la seule. On travaille sur différentes thématiques, à savoir la ville dense, la ville circulaire, la ville transitoire, et donc aussi la ville productive. Et donc, on sait que la rénovation urbaine européenne de ces 20 dernières années avait comme modèle la ville mixte. Elle a aujourd'hui produit un certain nombre de développements dont on peut tirer des enseignements. Et quand on regarde un peu de plus près ces développements, on peut se questionner sur le type de mixité, le degré de mixité qui est proposé. Parce que bien souvent, il y a une activité qui manque systématiquement à l'appel, c'est l'activité productive, l'activité logistique, industrielle ou semi-industrielle, qui est sans cesse repoussée en périphérie des villes, dans notre cas en périphérie de la région, parfois même jusqu'à l'autre bout du monde. Alors,
C'est paradoxal, c'est triste aussi, parce qu'à notre sens, c'est ces entreprises, ces ateliers, cette logistique, toutes les activités d'entretien et de réparation qui font tourner le métabolisme urbain. Et donc, pour nous, au Baumeister, on pense qu'il faut toutes ces activités de derrière les coulisses, les considérer comme une spécificité urbaine et les intégrer au développement des villes, au même titre que les bars, les magasins, les boîtes de nuit, qui sont volontiers considérées comme des activités de rénovation urbaine. Alors, on a ici une photo qui nous plaît, nous, au Baumeister, qui montre la ville mixte. Alors, la ville mixte, pas très bien intégrée, on reviendra à cette centrale à béton après, mais donc avec cette activité de production de béton, qui est l'activité pour nous économique typique qui doit se trouver en centre-ville. Donc, le béton, c'est la matière première qui construit la ville. Raccourcissons les chaînes et conservons ces centrales à béton ici en centre-ville. Ça tombe bien, j'ai vu ici en arrivant qu'il y en avait une juste en face, donc ce sont des questions que vous connaissez aussi. Donc, de quel type d'activité productive parle-t-on? Alors, ici, à Londres, on a une femme qui tient un marteau. À Bruxelles, on a des vélos qui font des bambous, des vélos en bambou. On a des champignons qui colonisent les caves des abattoirs d'Anderlecht abandonnés. On a également les fabriques de chocolat, les microbrasseries, donc toutes ces activités hipster qui sont bienvenues, qui sont même attendues, valorisantes pour les développements des quartiers. Mais nous, on pense aussi qu'il y a toute une série d'activités, on l'appelle un peu plus sale, oui, l'activité un peu plus sale, qui doit trouver place au cœur des villes. On sait qu'à Bruxelles, on a énormément d'emplois pour les personnes qualifiées, mais ces personnes qualifiées viennent principalement de l'extérieur de la région. Ils navettent tous les jours dans le centre-ville. On a ce centre-ville qui a été touché par la désindustrialisation, avec un énorme taux de chômage et beaucoup de gens peu qualifiés, et on propose très peu d'emplois pour ce type de personnes. Donc on pense que travailler sur l'intégration de ce type d'activité est vraiment une nécessité dans le centre de Bruxelles. Et on pense aussi qu'il est nécessaire de raccourcir les chaînes. Il y a cette histoire du plombier qui, quand il vient, qu'il est appelé sur la Grand Place au centre-ville pour une fuite, doit venir constater, reprendre sa camionnette, traverser la ville pour aller dans un zoning industriel en périphérie, pour pouvoir acheter sa pièce et revenir. Donc, toute cette logique qu'on essaye de contrer. On pense aussi qu'il faut réserver de la place pour des activités industrielles du futur, cette technologie 2.0, qui sera probablement plus facile à intégrer en ville, parce que moins de nuisances, plus compacte et probablement un peu moins de logistique. Avant de rentrer dans les outils qui ont été mis en place par la région bruxelloise, il y a ce constat qui date déjà maintenant d'une dizaine d'années, qui était alarmant, qui est issu de l'Observatoire des activités productives, qui est produit en région bruxelloise chaque année. Et on voit qu'en 4 ans, entre 2004 et 2008, Bruxelles a perdu la moitié de ses ateliers et de ses dépôts. Je pense que ces chiffres ont éveillé les consciences. Et il y a donc déjà une bonne dizaine d'années, il y a toute une série de recherches, d'ouvrages publiés tant par la société civile que par les universités, également des bureaux d'études, des concours qui ont été lancés, qui ont commencé à faire émerger ces questions. Et c'est dans ce sens-là que ça s'est passé, grâce à ces ouvrages, grâce à ces recherches, grâce à ces débats, la question s'est inscrite sur l'agenda politique. Ça a éveillé les consciences. Et le gouvernement, il s'est doté de toute une série d'outils, je vais vous en présenter 3 ici, des outils réglementaires, stratégiques ou opérationnels, pour pouvoir encadrer le développement et conserver surtout les activités productives en centre-ville à Bruxelles. Alors ici, on a un extrait du plan régional d'aménagement du sol. C'est un plan réglementaire. C'est le plan qui est au sommet de la hiérarchie de tous les plans réglementaires. Il couvre toute la région et c'est un plan de zonage. C'est un plan qui indique ce qu'on peut faire, dans quelle zone et sous quelle forme. Il a été adopté en 2001 par le gouvernement. Ce qui est important, ce plan, on ne peut pas y déroger. Absolument pas. En 2016, il a été décidé d'une révision de ce plan. Premièrement, pour répondre à l'essor démographique. Donc à Bruxelles, c'est 160 km², c'est restreint comme territoire.
De l'autre côté, c'est une autre région, autant dire un autre pays, des autres règles. Les taxes qui sont payées là ne bénéficient pas à Bruxelles. Et donc, il fallait trouver sur ces 160 km² de quoi accueillir tous ces nouveaux habitants. Le foncier était restreint, le foncier disponible là où on pouvait faire du logement était restreint. Et donc, il a été décidé d'ouvrir. Alors, on voit ici le long du canal. Alors, moi, je connais le plan, vous peut-être pas, mais il y a tout ici à droite, coincé entre le chemin de fer et le canal. C'était des grandes friches industrielles. Oui, littéralement des friches, avec oui, des friches, qui interdisaient au plan de secteur, au plan de zonage, la fonction de logement. Et donc, il a été décidé d'ouvrir ces zones au logement, mais non pas de remplacer et de bannir la fonction d'activité productive pour transformer ça en logement, mais, alors on va voir la prescription ici derrière, donc il y a un plan et il y a des prescriptions pour chaque zone, d'ouvrir ça en zone d'entreprise en milieu urbain. Donc si un promoteur achète un terrain, bien sûr ce qui s'est passé, qui veut développer du logement, il est obligé de construire de l'activité productive. Et donc on voit la description de cette zone, c'est une zone qui reste une zone productive. C'est pas une zone de logement, c'est une zone productive qu'on a ouverte au logement. Donc pour tout projet de plus de 10 000 m², on doit faire du logement, mais on doit aussi faire l'équivalent de 90% de l'emprise au sol du projet en activité productive, et puis 40% en superficie plancher de logement. Donc ça, c'est la première décision du gouvernement qui a créé cet outil réglementaire pour obliger, pour stimuler la création d'activités productives, en tout cas de locaux permettant d'accueillir l'activité productive. Ensuite, un autre outil qui est un outil à la fois stratégique et à la fois opérationnel, qui est le plan Canal. Donc on a ce territoire ici du Canal, qui est un territoire qui traverse toute la région bruxelloise, donc sur 14 km du sud au nord, et même le canal qui va au-delà, en Flandre et également en Wallonie, donc on est vraiment sur une échelle métropolitaine. C'est le territoire central qui a le plus souffert de la désindustrialisation. Et en 2012, le gouvernement, à la suite d'un concours, a nommé Alexandre Chemetov, qui a demandé de réfléchir sur le futur de ce territoire. Il a travaillé pendant 3 ans. Il a fait un travail très fouillé d'analyse du territoire, de balade urbaine, d'analyse, de rencontre des acteurs, de discussion avec tous ces acteurs. Il les a fait asseoir autour d'une table, ce qui n'est pas toujours facile en région bruxelloise. Lui a réussi. Il est resté 72 heures assis à la même table à accueillir et à discuter philosophie de projet avec tous les acteurs. Et au bout de ces 3 années, il y a, on va appeler ça un contrat urbanistique ou un contrat moral de comment allons-nous développer ce territoire. Donc il a mis les grandes lignes, c'était un plan directeur, les grandes lignes de l'aménagement de ce territoire. En 2015, le gouvernement a décidé de rentrer dans la phase opérationnelle. Et donc, il y avait 2 solutions. Il y avait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on dessine un master plan, ou, et c'est la solution qu'ils ont choisie, ils ont choisi de créer une équipe interne, une équipe, alors à Bruxelles, les administrations sont très cloisonnées, elles travaillent très rarement ensemble. Pour cette zone, ils ont créé une équipe transversale qui est composée de 5 services, de 4 administrations différentes, qui sont obligées de travailler ensemble, et qui travaillent selon une nouvelle méthode qu'on n'employait pas à Bruxelles, d'urbanisme négocié. Donc on va voir, moi je travaille dans cette équipe, on va voir les porteurs de projets un à un, avec la direction de l'urbanisme, avec la société d'aménagement urbain, avec l'équipe du Baumeister, et on discute des projets qui sont dans le pipe, avec des principes programmatiques qui sont ceux directement hérités de l'étude Chemetov, donc la mixité fonctionnelle, la recherche de nouvelles solutions, le renforcement de l'activité économique et bien sûr la production de logements de toute catégorie. On a également des principes liés à la forme urbaine. En ce qui nous concerne, ici sur les activités productives, on va parler de rationalisation de l'usage du sol et la recherche de compacité. Quand on sait que les territoires, les propriétés du port qui se situent en grande partie le long du canal sont louées à moins de 10 € du mètre carré par an, on comprend que les concessionnaires n'ont pas envie de penser à rationaliser leur projet, mais ils louent la parcelle d'à côté et ils s'étendent, tout simplement.
Eh bien non, nous, ce qu'on fait avec eux, on a dans le contrat de gestion du port, alors ils sont obligés, enfin ils proposent à leurs concessionnaires de travailler avec nous, et avant de pouvoir signer une concession, ils doivent démontrer qu'ils ont fait tous les tests possibles et pour montrer qu'il n'y avait pas moyen de se rationaliser et donc de consommer moins de place. On travaille également sur la mise en valeur du patrimoine industriel, même si celui-ci n'est pas classé. On essaie d'intervenir le plus tôt possible et de travailler sur des recherches typologiques pour essayer de conserver ce patrimoine. Ça, c'était des outils régionaux. Maintenant, on a des outils qu'on a développés, nous, dans l'équipe du Baumeister, qui sont des outils opérationnels. La recherche par le projet. Donc, dans l'équipe, on est persuadé que la qualité requiert une discussion. La qualité architecturale, urbanistique requiert une discussion. Et pas, comme on le voit trop souvent, une discussion autour de tableaux Excel ou une discussion dans le vide. Et donc, on pense que les outils propres aux bureaux d'études, qui sont le dessin, la maquette, les visualisations 3D, les plans, au sein de l'administration, on doit être capable de les produire aussi. Et donc, on a internalisé dans l'équipe du Baumeister, il y a 4 personnes qui s'occupent de ça, certaines compétences de bureau d'études, pour être en capacité de challenger aussi ces bureaux d'études. Donc, on produit en interne des contre-projets, des contre-schémas, des contre-propositions, et on se renvoie la balle comme ça en réunion, et on pense que c'est comme ça qu'on va créer de nouvelles typologies, des typologies plus innovantes, et qu'on va challenger les développeurs qui sont en face de nous. À titre d'exemple, on a un nouveau projet plus ou moins par semaine en recherche par le projet dans la zone du canal. Une des missions aussi du maître architecte et de son équipe, sa mission principale, c'est l'organisation de concours pour les maîtres d'ouvrage publics et privés. Donc oui, la recherche par le projet, je ne l'ai pas dit, mais c'est également pour les maîtres d'ouvrage publics et privés. Et donc, nous pensons que, toujours dans cette mission de veiller à la qualité, que mettre en concurrence des architectes sur des questions spatiales va permettre de tirer le meilleur d'eux-mêmes, va permettre et aussi va les stimuler à chercher de nouvelles typologies. Passer par un concours, ça demande aussi aux maîtres d'ouvrage avant de discuter et de mettre sur papier ses attendus. Ça demande aussi en amont toute une série de tests pour vérifier que la densité est acceptable, que la logistique va pouvoir être gérée, que le programme est correct. Donc tout ça, c'est vraiment le core business du maître architecte. Je vais vous présenter quelques projets productifs bruxellois, mais avant, pour aller un tout petit peu plus loin, j'en ai sélectionné juste 5, mais on va sortir la semaine prochaine. Donc, quand je vous dis que c'est vraiment un sujet au cœur de nos préoccupations, Bruxelles et plus particulièrement le maître architecte accueille la semaine prochaine le forum intersession de Europan, le concours d'architecture, qui travaille cette année sur la ville productive. Et dans ce cadre-là, on a fait une petite publication qui sera disponible et en ligne la semaine prochaine et probablement en version imprimée aussi, qui reprend 25 projets exemplaires, 25 projets bruxellois axés sur l'activité productive. Et pour chacun de ces projets, on a un texte descriptif qui a été écrit par les architectes eux-mêmes et des plans et toute une fiche qui explique comment ça fonctionne. Alors, vite fait, parce que je vais dépasser les 10 minutes, on a ici des exemples. J'ai dépassé les 10 minutes peut-être ? Désolée. Ou alors je passe les exemples de projets. Voilà, le village de la construction. On est ici le long d'un bassin portuaire très actif, mais on est également au cœur d'un quartier en plein redéveloppement. Juste en face, on a la tour de logement la plus haute en Belgique. Juste à côté, on a un parc récréatif qui est en train de se créer, qui accueille en face le nouveau centre Pompidou à Bruxelles, dans l'ancien garage Citroën. Et le long de ces bassins portuaires, on a des matériaux de construction qui sont stockés. Donc ça, c'est un projet qui a été initié par le port. C'est une sorte de grand auvent destiné à limiter les nuisances des matériaux de construction et qui organise également des vues vers le canal. On ne le voit pas ici. Je vais vite. Ici, on est juste en face de Tour et Taxi. C'est une ancienne gare ferroviaire qui est en plein reconstruction, enfin en pleine transformation, qui va accueillir 610 000 mètres carrés de logements
de luxe et de bureaux. Et ici, il est question d'organiser la mixité juxtaposée parce que juste à côté, c'est le dessin, une partie du dessin qu'on voit ici. On est en zone portuaire et de transport, donc un zoning. Et oui, la question était de comment organiser justement ces flux logistiques, ces activités et le logement de l'autre côté. Dans ce zoning, quand un développeur veut s'y installer, il est obligé, il est tenu à faire un concours d'architecture et il est également tenu à se soumettre à une charte urbaine et architecturale qui, par exemple, va prôner la mitoyenneté, la recherche de l'alignement et l'intégration de toutes les fonctions, même logistiques et de parking, à l'intérieur du bâtiment. Donc ici, c'est une brasserie, tout à l'intérieur, pour éviter ces images de zoning de la boîte dans une mare de parking. Il y a également un master plan paysager qui a été réalisé par Basmet qui organise les circulations entre une voirie logistique et une voirie tampon entre les deux zones et un parc qui percole entre les deux zones. Mixité verticale, on a à Bruxelles une administration qui est en charge du logement conventionné, je pense que vous on dit ascension sociale à la propriété, et qui a cette double casquette. Donc il est en charge de ce type de logement, mais également il a un pilier activité économique. Et donc, via cette administration, on doit dire qu'ils ont été vraiment précurseurs dans, donc ici c'est un projet, il est en chantier aujourd'hui, j'ai pas de photo, dans cette mixité verticale. Et donc là on est à côté d'un campus universitaire qui s'occupe des métiers de la bouche, et c'était l'occasion de créer un cluster. Donc on a en rez-de-chaussée des activités liées des ateliers de découpe et des ateliers de production, et à l'étage du logement et du logement étudiant. Le même principe pour un projet privé cette fois-ci. Ici, on est dans une ZEMU qui ont été transformées, je vous l'ai montré, dans le sud de la région tout à l'heure. La somme de ces émus, c'est 400, on attend 420 000 m² d'ici 10 ans de transformation, dont 200 000 d'activités productives en rez-de-chaussée. C'est un projet, un concours qui vient d'être organisé, qui a été gagné très récemment, qui organise la logistique autour d'une cour couverte dans le socle et qui découpe en ateliers de 2000 à 5000 m². On insiste sur ces chiffres parce que des chiffres plus bas trouvent localisation dans le tissu constitué. On parle de production, on parle également de son négatif des déchets. Ici, un parc à conteneurs qui s'intègre dans la topographie pour gérer les circulations, qui crée aussi un gradin sous une halle de récupération pour de nouveau ces recherches de typologie, ces nouveaux usages et ces flexibilités. Donc ici, on peut imaginer le soir ou le week-end des spectacles ou ce genre de choses, et qui, à l'avant-plan, dans les délaissés de voirie, crée un skatepark. Et alors le dernier, voilà, on revient sur cette centrale à béton, qui a fait l'objet également d'un concours. Sur la même surface, juste en pensant réorganisation, les architectes ont réussi à internaliser, donc sur la parcelle, tous les flux logistiques, toutes les manœuvres qui avant se passaient sur l'espace public et qui créaient effectivement beaucoup de nuisances. Ils ont également proposé une grande dalle qui couvre la production de béton, et dans cette dalle, dans l'épaisseur de la dalle, on a créé ici, donc c'est une salle des fêtes et une salle de concert pour accueillir un jeune public. Je voulais juste finir, ça c'est ma dernière slide, sur une question qui nous travaille aujourd'hui. Donc les émus, je vous ai dit, ils ont obligé la réalisation d'activités productives. Donc ce cadre architectural, spatial en tout cas, se réalise. On veille à ces questions, on veille à ce que les dimensions soient là, à ce que la logistique soit internalisée, mais on a un peu cette crainte aujourd'hui, en tout cas avec les acteurs privés. C'est des acteurs, il y a encore 10 ans, ils faisaient du bureau à Bruxelles. Aujourd'hui, ils ont appris à faire du logement, plus ou moins de manière qualitative, et on est déjà en train de leur dire, maintenant vous faites de l'activité productive. Mais ils n'ont pas les réseaux. Ils n'ont pas les réseaux pour se mettre en contact avec les acteurs économiques. Et donc ça, pour nous, c'est une crainte aujourd'hui de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de construire des coquilles vides, très fonctionnelles, certes, mais qui ne seront pas remplies. Et donc, le gouvernement a lancé toute une série d'études pour essayer de voir comment faire ce lien entre les différents acteurs. Et ça, c'est notre nouveau défi. Merci. Merci Julie Collet. Alors, bonjour. J'ai pas vu la présentation parce que j'étais un peu à la bourre, mais je vois à peu près quand même ce qu'il va y avoir là. Je vais vous parler un peu de méthode, mais bon, moi je suis le directeur de l'immobilier de la Poste.
Antérieurement, j'avais été le directeur immobilier de la RATP. Donc la question, c'est évidemment produire une ville qui permette d'accueillir un outil de production, de production industrielle. Bon, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, je l'expédie tout de suite. Bien sûr, tout le temps dans la production au concours. Je dis ça parce que l'absence d'obligation de concours désormais dans les marchés publics est en train de bousiller une profession. Je trouve que c'est une honte absolue. Donc ici, ailleurs, partout, il faut réaffirmer le fait que c'est par les concours qu'on fait la qualité urbaine. Voilà. Et je ne suis pas architecte de formation. Bon, voilà. Donc ça, c'est mon côté militant. Mais une fois qu'on a dit ça, la question... Bon, qui on est, vous vous en foutez parce que vous nous connaissez, encore que c'est une foncière de développement, d'exploitation, tout ça, ça va. Je vais juste vous dire que là, vous avez des chiffres, je ne vais pas vous les lire, vous savez les lire, mais 11 000 immeubles, 7 millions de mètres carrés, la Poste, vous connaissez, ça va de la petite Poste dans les Landes, voilà, ou à Sabre, dans les Landes. Personne connaît Sabre dans les Landes, sauf un qui est là. Qui c'est qui est landais, là ? Bravo. Et l'écomusée de Marquès ? Putain. Bon, très bien. Et il y a Mont-de-Marsan qui joue ce soir. Voilà. Alors donc, ça va de là jusqu'à la Poste du Louvre. Tout le monde me parle de la Poste du Louvre. Je suis désolé de vous le dire, il n'y a pas d'enjeu. Pas d'enjeu. Okay, on reconvertit un bâtiment industriel et tertiaire et bureau de poste. Fabuleux, fabuleux. Très beau projet. Okay, mon enjeu, il est fondamental en termes financiers et en termes d'usage et tout ce que vous voulez. Mais mon sujet, il n'est pas que là, heureusement. Et les questions qu'on se pose aujourd'hui, elles ne sont pas là. Derrière tout ça, ces chiffres-là, vous avez un réseau. Donc la question, pour moi, fondamentale, qui est posée là dans la notion de ville productive, c'est comment une industrie et un service, la Poste, c'est une industrie, centre de tri, plateforme logistique, bagnole, camion, colis, et un service, c'est-à-dire la distribution jusque chez vous, 38 millions de foyers. Comment une industrie et un service peut mettre en valeur ce maillage territorial? Est-ce que 1 + 1 = 3, toujours en France aujourd'hui, dans une époque de déterritorialisation évidente, enfin patente, sur laquelle je ne vais pas revenir du fait du numérique. Voilà. C'est ça le sujet. La ville productive, la production, quand j'étais jeune étudiant en économie, un emploi industriel générait 3 emplois induits. C'était le coefficient de transformation. Désindustrialisation, combien génère un emploi tertiaire? Et vous voyez, ça a une traduction dans les lieux. C'est-à-dire que nos lieux sont des supports de production. Alors ce maillage, est-ce qu'il a une valeur aujourd'hui? Évidemment, la réponse n'est ni oui ni non. Elle est bien entendu chamarrée. Elle dépend des territoires, elle dépend des dynamiques territoriales, elle dépend aussi de notre capacité à nous développer. Je vous ai parlé de la RATP. Pourquoi je vous en ai parlé? Parce que vous voyez, quand j'étais directeur immobilier de la RATP, l'enjeu, il était d'abord Île-de-France, il était surtout de construire de l'infrastructure industrielle en centre-ville dans une activité en croissance. Parce que le transport public, enfin, dans l'autre sens pour vous, c'est comme ça. Aujourd'hui, à la Poste, c'est comment accompagner une entreprise qui perd 8% de son métier d'origine, le transport de lettres, par an depuis 5 ans. En 1990, 70% du chiffre d'affaires de la Poste, c'est la lettre que vous recevez, que vous avez écrit à vos enfants, à vos amoureux et tout le reste. Ou aux vœux. En 2020, c'est 20% du business model. C'est pas la Poste française, c'est les postes mondiales. Celles qui sont à 70%, aujourd'hui, ont perdu. Elles sont en train de faire faillite. Nous, on est à 22%, 23%. On sera à 20 en 2020. Derrière tout ça, il y a une boîte qui fait 400 000 personnes, dont 3/4 de col bleu, qui arrive à 216 000 personnes, dont la moitié de col bleu. Bon. Et puis derrière tout ça, et in fine, vous avez vos boîtes aux lettres. Vous voyez bien ce qu'il y a dedans. Concomitamment, vous avez le colis qui augmente, sous l'effet du e-commerce et de tout ce que vous voulez, qui est un autre sujet, mais ce n'est pas à proportion de 18 milliards de prix qui sont devenus 10 milliards.
18 milliards de lettres dans vos boîtes aux lettres il y a 10 ans. Donc vous voyez que derrière la question de l'outil de production, de la reconversion de l'outil de production, c'est une question fondamentale. Bien entendu, si la Poste veut rester vivante, mais ça, à la limite, c'est pas votre sujet. Mais si le territoire veut rester vivant, si la fluidité en ville par la livraison, désormais, de paquets plus gros, peut ne pas être polluante, etc. Donc vous voyez, cette question, elle est absolument cardinale. Alors, nous, à partir de là, moi, mon sujet, moi, mon boulot, c'est un boulot pratique. Hein. Je suis pas d'un télo. Hein. Mon boulot, c'est, on prend un truc, qu'est-ce que j'en fais, voilà. Un immeuble, il est vidé par la prod, t'en fais quoi? Cet immeuble, ça peut être un bureau de poste de 400 mètres carrés avec un front office, c'est-à-dire en fait un guichet, et derrière une ancienne salle de tri. Le facteur ne trie plus son courrier là, donc l'ancienne salle de tri, elle est vide. 3/4 de vide, 1/4 de plein. Je fais quoi des 3/4 de vide quand on est à Saint-Sevé? Ah, voilà. Je vais continuer comme ça, j'ai écumé la région. Ou à Mugron. Voilà. Alors à Mugron, on peut y vendre du foie, mais bon. À Pouillon. C'est bien, hein? Bon. Alors Olivier, il me dit, tu viens parler de ton boulot. On ferait mieux de parler des Landes, oui. La prochaine fois, il faut me dire comme ça. Alors vous voyez, quand vous êtes face à ce sujet, vous pouvez toujours dire, je passe des provisions pour perte, puis voilà. Puis je vends comme je peux. On a 600 000 mètres carrés de vacances sur 6 millions de mètres carrés, 10%. 10%. C'est considérable. Il n'y a pas une foncière qui a 10% de vacances. Enfin, il n'y a pas une foncière qui est dans les Ardennes non plus. Hein. Non, mais je rigole, mais je rigole pas, parce que la Poste est en concurrence. Il n'y a pas un rond d'argent public à la Poste. On est en concurrence, et le concurrent, c'est Amazon, voilà. Alors face à ça, face à ce sujet-là, ces 6 millions de mètres carrés, vous voyez bien qu'on peut les concevoir comme un boulet, comme un truc qui coûte et qui nous fait perdre des centimes sur le coût du colis. On peut aussi les concevoir comme un truc créateur de valeur. Alors, pour savoir ce qu'on fait de ça, évidemment, moi je pars des enjeux territoriaux. C'est quoi l'enjeu principal? C'est l'emploi. Il y a pas. Quand j'étais recruté dans les Landes, à mon premier boulot, le mec qui m'a recruté, il m'a dit il y a plusieurs sujets. Il y a l'emploi, l'emploi, l'emploi et l'emploi. Démerdez-vous avec ça. Le sujet, clairement, c'est l'emploi. Le deuxième sujet, vous les avez là. C'est pas la peine que je vous le dise, mais le vieillissement en est un également. Ça va être une de nos pistes de croissance. Et puis après, il y a nos défis postaux. Je vous en ai parlé. Le business model qui évolue. On dessert la totalité du territoire, 85% de la population active est en métropole. Nonobstant ce fait, on dessert 100% du territoire. Et puis la transformation numérique. Alors, évidemment, moi, ma vie professionnelle, si j'ose dire, ça a été de me consacrer à la ville productive, c'est-à-dire de fournir à des entreprises industrielles et de services, RATP, La Poste, un moyen de continuer leur métier en diminuant les coûts induits par la distance entre le point où le facteur prend sa liasse et votre boîte aux lettres, par exemple. Ou la distance entre le dépôt d'autobus et le premier client. Cette optimisation-là, c'est des millions d'euros. Donc si vous voulez, la ville productive, c'est aussi une ville qui est économe d'une certaine manière, mais pour qu'elle soit économe, encore faut-il qu'elle soit capable de résister à la pression foncière. Voilà. D'où les questions de régulation. Donc évidemment, on part là-dessus. On peut partir sur... bon là, vous avez La Rochelle, parce que c'est quand même aussi très très bien. Voilà. Alors les défis, je vous les ai dit. C'est quoi le type de patrimoine, nous, en prod? C'est les plateformes logistiques. Vous en avez vu là, voilà, une plateforme logistique, hein. C'est des camions qui arrivent jour et nuit et puis qui viennent charger leurs trucs. Là, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Vous avez évidemment des transformations. Qu'est-ce qu'on fait à La Rochelle quand tout l'immeuble que vous voyez à gauche, c'est en face de la mairie, est vide? Le bureau de poste, il est en rez-de-chaussée. Tout le reste est vide. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet immeuble-là? C'est quoi la ville productive? La poste de Meudon. Voilà. Vous imaginez qu'au-dessus, c'est vide. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces immeubles? Comment?
Oui, Guettari. Il y a la pelote, elle est juste à droite, là, le mur. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces immeubles, en fait? Vous voyez, et puis c'est là où on élargit la notion de production. C'est que ces immeubles, vous les avez toujours vus. C'est des totems. C'est des totems urbains. Ça fait partie de votre enfance. Vous avez longé leurs murs. Quand vous y passez devant, vous les regardez plus. Mais le jour où ils sont plus là, vous êtes plus là non plus. Hein. Donc c'est aussi une question pas de nostalgie encore, que vous savez le truc, la phrase de Bray, là, la nostalgie, ça fait serrer les poings, quand la mélancolie, ça fait serrer le cœur. Bon, la nostalgie, ça peut être producteur hein, dans une boîte comme celle-là. Alors, comment on va se démerder avec ce truc-là? Donc l'industriel, vous l'avez vu. Les services, nous, on a un énorme enjeu de logistique urbaine. On vient de gagner avec Marc Mimram le concours du HLU Bercy. Ça nous permet d'avoir 20 000 mètres carrés de centrales d'éclatement. Les 19 tonnes ne rentrent plus dans Paris. Ils s'arrêtent là, et de là partent des vélos, des fourgonnettes électriques pour livrer le iPhone que vous avez commandé et qui vient de Shanghai. Juste un point, quand un truc vient de Shanghai qui coûte 90 €, 30 €, c'est Shanghai-Marseille, 30 €, c'est Marseille-Paris, et 30 €, c'est Paris-Montparnasse. Vous pouvez aussi habiter rive droite, mais je ne vous parle pas. Alors, non mais il faut avoir ça en tête, hein, le business model du colis qui arrive chez vous. Le tiers du coût du colis, c'est rentré au cœur de ville. Donc vous imaginez que ce que notre ami nous a présenté avant, la capacité d'une collectivité locale à réserver face à la pression foncière, par un courage politique, des volumes qui nous permettent soit de stocker, soit de produire, soit d'accueillir encore des facteurs et du tri. C'est quelque chose qui est absolument fondamental dans, ne serait-ce que dans la transition énergétique. Le service, je vous l'ai dit, logistique urbaine, les bureaux de poche, je ne vous fais pas un dessin, c'est du service. Alors, on produit quoi? On produit du sens, je vous en ai parlé avec ces bâtiments totémiques. Le totem, c'est pas seulement 1900, hein, c'est aussi ce qui est à gauche. On va lancer, dans un mois, on lance un super appel à projet sur les valeurs des années 70. Voilà. Donc on va sortir des immeubles absolument incroyables qui ont été produits en 70. C'est du beau Grenelle. Alors tout le monde gueule, oui, sur dalle, machin. Ouais, ok. Enfin, une dalle, c'est là où on se croise. À un moment dans ce pays, on s'est dit que les gens ils pouvaient se croiser. Bon, moi je préfère ça au digicode et au vidéophone. Alors on va lancer un truc en disant qu'est-ce qu'on fait de ces projets-là? Qu'est-ce qu'on fait de la tour Keller dans le 15e? Bon, ça, je sais ce que j'en fais. Qu'est-ce que je fais de l'immeuble incroyable qui a été fait en 68 à Grenoble, tour de grande hauteur à l'époque de Jean-Claude Quillier et compagnie des Jeux Olympiques? Qu'est-ce qu'on fait de Cergy, qui occupe le cœur de ville en immeuble des années 70? Qu'est-ce qu'on fait de Créteil? Magnifique immeuble. Donc ça, on lance un appel à projet là-dessus. Mais vous voyez que la réponse, elle ne peut pas être « Ok, on va faire du logement ». Par exemple, sur ces immeubles-là, on va faire de la résidence senior. Pourquoi? Parce que 70% des Français meurent là où ils sont nés. Et qu'à Colmar, plus de 35% de la population a plus de 65 ans. À Dax, je ne vous dis pas. Mais quand même, si on fait de la résidence senior, vous imaginez bien que le business model qu'on est en train de chercher, c'est un business model de ville productive de quelque chose. Aujourd'hui, à 70 ans, on vit encore 30 ans. Et on est en pleine forme pendant 15, 20, souvent. On est capable de transmettre. Et donc vous revenez aux enjeux. Alors l'emploi, peut-être pas, mais l'éducation, mais le soutien scolaire, mais la transmission, et la question de la relation garde de môme, etc. Vous voyez que d'un seul coup, un truc qui pourrait être abordé comme un dortoir devient un endroit de polarisation. Et tout à l'heure, j'avais commencé une phrase, je ne l'ai pas finie. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces immeubles? C'est qu'ils ont polarisé la vie des habitants à un moment donné, qui vont vers eux. Donc vous avez une centralité qui est toute faite. Donc la ville productive, c'est aussi une ville productive de centralité. Elle existe, il ne faut pas la paumer. Et comment je fais en transformant ce truc qui a eu une centralité à l'époque où on allait à la poste, pour garder sa centralité, hormis son côté totémique, en centralité fonctionnelle. Donc il est là notre enjeu. Et donc je pense que la capacité à aménager, de quoi faire quelque chose autour de l'éducation, de quoi faire quelque chose autour de la livraison, voire même de la production 3D,
est un des éléments programmatiques absolument essentiels si on veut continuer de se dire que des entreprises qui sont des fleurons de l'économie mixte à la française, qui est quand même une très grande idée, puissent continuer d'exercer leur empreinte urbaine. Alors voilà. Alors après, Marseille, enfin bon, en fonction de vos origines, vous verrez tout ça. Rennes, où on a fait un appel à projet. Auch, tiens, on n'est pas loin. Voilà, où on va faire un truc aussi. La Boétie, où on a fait du bureau. Vous voyez bien qu'à Paris, les questions, elles se posent pas. Ok, tous ces immeubles, oui, j'ai obligé de vous le dire, ces immeubles sont tous conçus avec du service, de l'industrie. Au premier étage de ces immeubles, vous aviez des machines considérables, extrêmement lourdes. Tous les planchers sont renforcés. Et puis des bagnoles qui partaient. Là, on est en 1920. Vous avez une typologie de patrimoine, là aussi, qui produit du sens, parce que entre Rennes, qui date de 1875, Auch, qui doit dater à peu près de la même période, et la Boétie, qui date de 1920, et puis ça, là, à gauche, Keller, qui date de 1965 ou 70, vous voyez bien qu'avec la même mission, c'est ça qui est fabuleux dans ce patrimoine et qui doit nous amener à réfléchir non pas à sa préservation, mais surtout à son utilisation. L'époque avec le matériau est révélateur de la vitesse de la ville. Je veux dire que quand vous êtes sur Rennes en 1865, vous êtes en pierre de taille. Quand vous êtes sur la poste du Louvre en 1885-90, c'est Guadet, je crois, l'archi, vous êtes sur une structure métallique avec un parement de pierre de taille. Et c'est Haussmann en même temps. Et on construit comme ça. Et en 1920, qu'est-ce qui s'est passé pour cet immeuble ? Il y a eu la guerre de 14-18, et il y a eu donc l'arrivée de l'avion. Et donc aussi l'arrivée de la vitesse. Et donc aussi du mouvement. Et cette période art déco se traduit dans cet immeuble absolument somptueux. On en a des dizaines comme ça en France. Et qui, vous voyez, vous donne à la fois la géographie, mais aussi le temps. Et la ville productive, c'est une ville qui conjugue sa profondeur historique avec une appréciation du temps qui ne peut pas être nostalgique, mais qui doit se nourrir de cette nostalgie pour se propulser plus loin, à l'époque du numérique, à l'époque d'une autre définition de la fonction de service que nous avons, et aussi, bien entendu, de la question des fractures diverses et variées, notamment sociales. Bon, voilà les merveilles. Alors évidemment, superposition fonctionnelle, je ne vous en parle pas parce que ici c'est tellement évident, et puis je sais que vous êtes acquis à cette cause, et puis bon, moi je l'ai fait dans une vie antérieure. Bien sûr, la ville dense d'aujourd'hui, elle est foutue comme ça, mais l'arbre ne masque pas la forêt. Moi j'ai 7 millions de mètres carrés, ils ne sont pas tous là. Voilà. Villefranche-de-Rouergue, c'est bien aussi. Voilà les sujets. Alors évidemment, dans tout ça, la ville productive, c'est aussi la ville productive. Il n'y a pas que la façade, quoi. Bon, je les découvre en même temps que vous, et je crois que je vais terminer là-dessus. Voilà, j'étais un peu cafouilleux, je vous prie de m'excuser. Merci Rémi Ferredj. Alors au contraire, c'était très intéressant. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais essayer d'accélérer le propos, même si mon propos est un propos sur la méthode, pour vous sensibiliser aux métiers que sont les nôtres, les aménageurs, que je pense que pour certains d'entre vous, comme le paraphrase Jamel Clouche, finalement on vend du foncier, on fait des concours d'archi, la vie est belle. Non, la vie n'est pas aussi belle que ça pour les aménageurs, qui sont des outils de collectivité qui ont à prendre en charge la ville productive. Alors la thématique de la ville productive, thématique fort à la mode dans les colloques en ce moment, c'est une thématique en tous les cas qui est très ancienne sur la métropole lilloise. Sorélie que je dirige, c'est la SEM d'aménagement de la métropole lilloise, parce que depuis son arrivée, Martine Aubry a mis au cœur de la question urbaine et des politiques urbaines 3 choses finalement: mixité sociale, mixité des fonctions urbaines et développement durable. Donc on était la question de cette mixité des fonctions urbaines, en gros travailler, se loger, se rencontrer, etc. Elle était une figure obligée dans tout développement des projets urbains. Alors déjà à l'époque, aujourd'hui c'est un acquis comme vous le disiez, enfin c'est pas si un acquis que ça. À l'échelle française,
On est toujours dans les colloques en train de voir les opérations mixtes qui sont en train de marcher, etc. Mais on n'est pas si nombreux que ça globalement à le faire. La production du cadre bâti aujourd'hui, stratégiquement, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment en avoir conscience. La deuxième raison pour laquelle on a été obligé de s'emparer de cette question de la ville productive, c'est que finalement, nous, SEM d'aménagement, on intervient dans les territoires qui sont délaissés par le privé. Donc c'est les territoires de friches industrielles avec leurs problématiques de production, mais aussi, comme souvent, avec des proximités, avec des quartiers en relégation urbaine, certainement, en relégation sociale aussi quelquefois. Bon. Le Nord-Pas-de-Calais, donc je vais ralentir le propos pour vous l'imprégner, le Nord-Pas-de-Calais concentre 50% des friches industrielles de toute la France. Ouais, déjà. 40% des friches industrielles du Nord-Pas-de-Calais se trouvent sur la métropole lilloise. Laquelle métropole lilloise représente 5% du territoire de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est vous dire la densité des friches industrielles sur la métropole et ce à quoi on est confronté. Alors, ce qui est très compliqué, on en parlait tout à l'heure en aparté, voilà, c'est que la mise en œuvre de la ville productive sur ces territoires, elle est d'autant plus complexe que le pari sur l'attractivité, le pari sur la hausse inéluctable du coût du foncier, qui peut être fait à Paris bien évidemment, en Île-de-France aussi, ou dans certains territoires, n'est pas évident dans cette zone. Il subsiste encore dans la métropole. Donc nous ne pouvons pas parler aux foncières, qu'elles soient de la Poste ou d'ailleurs, en leur disant c'est pas grave, de toute façon ce terrain il a une valeur in abstracto et quel que soit le projet, investissez, venez le faire avec nous parce qu'il va prendre de la valeur et le foncier, la plus-value de sortie, comme nous disent les investisseurs, elle est assurée par la hausse du foncier. C'est pas du tout le cas et comme de toute façon il y a une telle concentration de friches industrielles, on ne peut pas raisonner, raisonner comme ça. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, mais je vais y passer vite parce que c'est pas mon propos, c'est que la mise en œuvre des projets urbains, ce que je fais, ce que nous faisons à Sorély, sur des territoires comme ça, qui sont des territoires de friches industrielles, sur ces friches industrielles, il y a eu bien évidemment du travail. En quelque sorte, mon territoire de jeu, c'est quoi? C'est une ville qui a été exclusivement productive, à un moment donné de son histoire, et qui ne l'est plus du tout. Et donc notre propos est comment réengrancher la machine pour qu'elle reproduise de la production, reproduise là-dessus. On ne peut pas le faire sans faire l'économie de ce que j'appellerais la posture patrimoniale, qui est ici d'abord une dimension mémorielle extrêmement importante, qui est d'abord pour nous, et c'est vécu un peu comme ça par les élus, la reconnaissance d'un lien qui existe aujourd'hui et qui est probablement un des rares liens forts dans un tissu social fragilisé. Donc tout autour, les villes sont, la production est partie, les habitants sont restés. La mémoire collective fait qu'on se souvient toujours des bons moments et moins de ce qui a été dur. Ils se souviennent plus très bien de la pénibilité du travail, des conditions de travail qui étaient quand même franchement pas folichonnes, ni dans les mines, ni dans la métallurgie, ni dans le tertiaire. Mais ils se souviennent de l'époque bénie, où il y avait un emploi pour tous, où tout le monde travaillait et où les valeurs de solidarité entre salariés étaient importantes, ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Et nous, quand on arrive, on touche à ça. Sur Fifkai, quand on abat le mur de Fifkai, voilà, je vais te montrer. J'ai un PowerPoint qui ne colle pas avec mon discours. Bon, donc... Oui, vous non plus. Ça, c'est quand même les territoires des rives de la Haute-Deule, parce que je vais osciller entre deux opérations. Rives de la Haute-Deule que vous connaissez peut-être sur Euratechnologie. Donc voilà, territoire. Et avec, on va passer vite. Et avec Fifkai, voilà, c'est ça mon territoire de jeu. Voilà. Donc vous voyez Fifkai par exemple, dont je parlais à l'instant, il a un mur tout autour. Personne n'y rentre, il est fermé depuis 30 ans. Il y a un mur de, je sais pas, Thibaut, entre 5 et 25 mètres, et tout d'un coup, on abat le mur.
Mais le mur, c'est mythique, parce que derrière le mur, il y avait plein de choses, etc. Et quand on abat le mur, peut-être que ce qu'on va découvrir est quand même moins bien que le fichier qu'ils ont en mémoire. Donc on touche à cette matière. Alors moi, je vais pas faire, c'est extrêmement important, c'est déterminant pour la réussite du projet. Je ne vais pas en parler à vous, architectes, parce que d'abord, vous êtes confrontés, c'est la partie visible de la question, vous y êtes confrontés, vous répondez au concours, et c'est pas ici, moi, qui vais vous faire une leçon sur la pertinence de ces grandes bâtisses industrielles, la flexibilité, leur modernité, enfin tout ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui dans le neuf quand même, parce que c'est un tissu extraordinaire. Normalement, vous avez eu des profs qui sont plus compétents que moi pour en parler. Bon, donc voilà, fin de l'histoire. Je vais aujourd'hui axer mon propos pour que vous compreniez bien la difficulté auquel on est confronté sur plusieurs thématiques. Et sur 3 thématiques. 1, la question programmatique. 2, l'économie des projets immobiliers, de ces projets immobiliers-là. Et 3, la mise en œuvre de ce projet avec les acteurs économiques du monde de la production du cadre bâti, qui sont ceux français aujourd'hui, et comment on y va. Bon. Alors, sur la question programmatique, je peux dire que la mixité des fonctions urbaines, elle n'est plus spontanée. C'est-à-dire, on ne sait pas régénérer spontanément ce tissu-là. Il faut donc mettre en œuvre les conditions du retour, à un moment donné, de la visibilité du retour de la ville productive, mais aussi, c'est les craintes de Julie de tout à l'heure, les conditions de son développement dans le temps. Les aménageurs, c'est pas one shot. C'est pas, je remets à un moment donné 100 mètres carrés d'immobilier qui peut accueillir des services, et comment après la mayonnaise monte, comment on fait prendre la mayonnaise pour que effectivement les entreprises arrivent et s'y développent. La complexité programmatique de la ville productive, elle est toujours fonction de quel secteur de production vous parlez. Il y a un monde entre ça, Fishkai, où on va faire de la production dans des halles, la production artisanale haute valeur ajoutée, et ça, donc vous allez en arrière, boum, peut-être ça. Et ça, rive de la Haute-Deule, aura technologie qui est quand même de l'écologie de l'économie de la connaissance. C'est absolument pas pareil. Donc, chaque secteur d'activité a ses contraintes. Pour autant, on peut distinguer, enfin, aucun projet ne réussit s'il ne répond pas à 3 constantes, me semble-t-il. Première constante, la masse critique. Deuxième constante, la visibilité de l'action politique. Troisième constante, la production d'une offre immobilière et foncière permettant le développement des activités. Je vais un peu vite, hein, là, voilà. Mais ça me semble essentiel. La masse critique, c'est quoi? Nous, on a besoin de la masse critique pour un renversement d'image dans ces territoires de friches industrielles. Voilà. Quand on fait les rives de la Haute-Deule, on a ça, quoi, en gros, des ténements à l'infini, et on crée immédiatement et une réhabilitation qui représente 24 000 m², projet de Leblanc-Lafont. Donc 24 000 m², c'est une masse critique en termes d'économie, et une pièce urbaine qui est la démonstration du dispositif de développement durable, la gestion des eaux. Voilà. Voilà. Donc il y a la masse critique, pour nous c'est un renversement d'image, c'est aussi une condition de sécurisation des acteurs, parce qu'on dit à l'entreprise ou au promoteur qui va venir après, mais vous n'êtes pas les premiers à prendre tous les risques pour faire 5000 m² dans ce secteur qui est fermé depuis 30 ans, puisque nous, on en a fait 24 000 m². Vous n'êtes plus tout seul. Et c'est aussi une condition d'attractivité pour toutes les startups, pour toutes les entreprises, en disant, venez ici, vous n'êtes plus tout seul. Vous pouvez faire du B2B, et le B2B est le premier facteur de croissance de ces entreprises. Donc, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est la visibilité de l'action publique. Oui, on est en train tous de se digitaliser, vous le disiez, et d'être sur une économie numérique, et pourtant, je pense que jamais on a autant eu besoin de la territorialisation des politiques publiques d'aménagement. Enfin, les politiques publiques, ça doit s'incarner sur un territoire et ça doit être lisible. Il n'y a pas de masse critique, de constitution de masse critique aujourd'hui dans ces quartiers s'il n'y a pas un dispositif public d'amorçage. C'est
il n'y a que le public ou les subventions européennes, c'est toujours le public, pour mettre en œuvre ce dispositif. Le Blanc-Lafon, où es-tu? Le Blanc-Lafon, non, alors c'est dans l'autre sens, excuse-moi. Le Blanc-Lafon, je le montrais, voilà. Le Blanc-Lafon, les 24 000 mètres carrés, c'est quand même la moitié du coût des 35 millions par l'Europe. Voilà. FIFCAI, l'autre dispositif de première halle gourmande, le projet ne se réaliserait pas si on n'avait pas eu là aussi une subvention européenne, etc., pour faire le premier bâtiment. Et pourquoi? Alors ça, c'est le dispositif d'amorçage. Donc on voit la volonté publique, les volontés publiques d'aménagement du territoire, quand elles s'incarnent avec des masses financières aussi importantes, elles doivent être lisibles. Dans des bâtiments, je ne dirais pas totem, il n'a jamais été question de faire le Blanc-Lafon un bâtiment totem, mais c'est un bâtiment repère, y compris en termes d'attractivité du territoire. Première, la visibilité de l'action publique. Troisième et dernier point, la production d'une offre immobilière et foncière adaptée au secteur de production. Je ne connais pas de développement économique qui ne réponde pas à la trilogie Jeunes Pousses, entreprise confirmée, formation, recherche. Tout le discours de développement économique qui fait l'impasse sur un de ces trucs-là se plante. Bon, voilà, en gros. Donc ça veut dire que quand on met des jeunes pousses, il faut tout de suite réserver dans le projet urbain des terrains pour quand elles grandiront. Donc, je reviens dans l'autre sens. Je vais enfin rattraper mon PowerPoint. Non, c'est dans l'autre sens. J'y arrive, on va rigoler pas. Allez, voilà. Donc au départ, nous faisons, enfin en tous les cas, on lance ce concours-là. Aussi, c'est que de l'incubation et de la jeune start-up. Aujourd'hui, c'est quoi ce projet? Ces start-up migreront dans des bâtiments qu'on va réhabiliter, je vous passe avec machin, ou dans celui-là, voilà. L'INRIA, qui est le must sur l'économie de la connaissance, installe les 3000 m² en recherche-développement dans ce bâtiment en place, là, qu'on a livré récemment. On continue les réhabilitations avec tout ça. Et qui s'installe dans du bâtiment neuf, Capgemini, 8500 m². Et on n'a pas mis le bâtiment d'IBM qui était en bois brûlé. Bon, ouais. Voilà, Matador, qui est faite par M. Dealzua, ici présent, là, voilà, sur un autre projet. Ça veut dire que faut bien mesurer ce que ça veut dire, tout ça. Ça veut dire qu'il faut attendre, il faut parier, il faut avoir, en tous les cas, bien apprécier les vitesses de croissance de ces entreprises et garder de la place dans le projet urbain le temps nécessaire de croissance de ces entreprises. J'ai aujourd'hui dans ce parc des entreprises qui sont à leur 4e déménagement. Ça veut dire que il y a 4 ans, j'avais déjà une vision assez précise sur les îlots et où je les mettrais aujourd'hui pour assurer leur développement. Alors, conduire le projet urbain de façon à ce qui représente toutes ces exigences, ces 3 points, c'est déjà compliqué, ça l'est plus encore quand le secteur économique qu'on veut implanter n'a pas de référentiel spontané. J'accélère. C'est le cas de FIFCAI, dont tu vas en parler. Sur FIFCAI, nous allons implanter des halles gourmandes, voilà, à partir d'entreprises à haute valeur ajoutée autour de l'alimentaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas un cahier tout prêt, on sait ce que c'est que le référentiel immobilier, c'est-à-dire tous ces secteurs d'activité n'ont pas de référentiel. Or, si nous voulons qu'ils viennent là, il faut leur produire une offre immobilière adaptée au plus près à leurs besoins. Donc ce travail de référencement de quoi ont-ils besoin, nous l'internalisons chez nous, parce que nous ne le trouvons pas ailleurs. Économie du projet, deuxième grande thématique. Ouais, non, 5 minutes. On l'a internalisé. Aucun promoteur aujourd'hui ne prend le risque d'intervenir dans des réhabilitations de bâtiments de la taille dont je vous ai parlé. Voilà, pour faire clair. On ne trouve pas d'acteurs, on le fait nous-mêmes. On joue aussi les promoteurs en cas de carence du privé, ce qui fait qu'on joue assez souvent
la promotion, et uniquement là. FIV, Halle Gourmande, il ne suffit pas d'être promoteur, je le suis. Il faut trouver l'investisseur qui va croire. C'est le discours de tout à l'heure. Quel investisseur part Paris dès le départ sur une zone comme celle-là et sur le projet pour lequel on n'a que les images de Jamel Clouche pour y croire. Hein. Bon, d'accord. Eh ben, pas grand monde. C'est à cause des images de Jamel Clouche, d'ailleurs. Pas grand monde. Et donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire, nous, la SEM? Ben, on devient aussi investisseur. Donc, vous voyez bien, notre métier, cette complexité-là, la ville productive, dans ces quartiers-là de friche industrielle, c'est mon propos d'aujourd'hui. Hein, il y a d'autres propos que sont les autres. Eh ben, conduit à modifier complètement les métiers de l'aménageur et les prises de risque. Alors, sur Fifcaille, on voit bien, il n'y a pas d'économie parce que quand on est aménageur sur Rive de la Haute-Deule, voilà. Hein, c'est ça Fifcaille aujourd'hui. Quand on est aménageur sur Rive de la Haute-Deule, on a ce qu'on appelle un coût de libération du foncier, des pollutions, etc. Quand on est sur Fifcaille, on a un coût de libération du foncier et de sécurisation des halles. Ça veut dire qu'on se coltine le désamiantage, le déplombage, la sécurité, la stabilité au feu, parce que les halles en acier sont pas stables au feu, d'accord, et toutes les contraintes de projet ERP, puisque tout est imbriqué. Bon, voilà, je vois que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de mon propos. J'en avais encore pour quelques tartines sur l'économie de projet qui est le tout. Je voulais sensibiliser un peu cette assemblée que je rencontre au cours des concours, dire que oui, quand on n'a pas de coûts d'objectifs élevés, en tous les cas jamais suffisants pour les architectes que vous êtes, c'est parce qu'on est dans cette équation-là, parce que dans cette équation-là, je dois faire aussi bien avec des sorties de loyer plus faibles que le marché, parce que je suis dans une zone de régénération urbaine et auquel il faut croire, avec normalement des bâtiments qui ont besoin d'un coût d'objectif supérieur si je veux leur garder leur qualité de flexibilité et de faire un vrai travail de réhabilitation. Voilà, je vais terminer là en vous sensibilisant sur le bouleversement de nos métiers et sur la nécessaire adaptation de ces métiers des sociétés d'aménagement. Je vous remercie. Voilà. C'est nous qui vous remercions, Fabienne Duvez. Jamel, à toi la parole. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire vite. J'ai beaucoup d'images. Non, moi j'ai parlé du point de vue de l'architecte. Hein. Donc on a eu des points de vue différents. La ville de Bruxelles, avec tout l'appareil Baumister, Postimo, plutôt un patrimoine immobilier en réseau, qui aujourd'hui est questionné et dont on doit réfléchir à son avenir. Fabienne qui a parlé plutôt de son expérience d'aménageur dans un territoire un peu spécifique qu'est Lille, territoire post-industriel. Moi, je vais essayer de parler un peu de cette ville productive parce qu'elle m'intéresse. Je voulais juste citer Marc Brierley, qui est probablement le plus vieil activiste de cette question. C'est peut-être lui qui l'a un peu fait émerger en Europe. C'est un architecte, c'est un enseignant à la London Metropolitan University. Il est architecte. Il avait monté un think tank pour le maire du Grand Londres il y a quelques années, il y a 10 ou 15 ans, qui s'appelait Design for London. Et puis il avait dit cette phrase très simple qui disait "The city is eating itself, it's no good". Et en gros, il disait que la ville était en train de se vider de tous ces outils productifs qui partaient en très grande périphérie. Et puis comme le disait tout à l'heure Julie, peut-être en Chine, en Inde et ailleurs, et que tout d'un coup la ville, d'une certaine manière, elle était en train de se manger elle-même. Alors même qu'aujourd'hui, dans tous nos discours, on est plutôt en train de se dire que le cycle dans lequel nous sommes, un peu le fait de renvoyer tout l'outil productif à l'extérieur n'est plus vertueux parce qu'on paralyse notre capacité à mettre en œuvre un peu cette ville contemporaine qu'on désire tous, mixte, solidaire, active, créative, stimulante, plus juste, pleine d'opportunités. Donc pour moi, cette ville productive, elle est des fois pas très sexy. Enfin, on l'a vu aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est autant des bâtiments logistiques, des machines à béton sur des quais, que à d'autres moments des objets patrimoniaux incroyables. Donc c'est pas sexy,
Mais c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu parce que, je sais, moi, mon expérience, il y a 10 ans, quand on avait travaillé sur le Grand Paris, j'ai toujours été un peu choqué parce qu'on a passé beaucoup de temps à parler de transport, qui est une chose énorme, et de logement, qui est aussi une chose énorme. Mais on n'a presque jamais parlé d'emploi. C'est-à-dire que si tout le monde essaie de se remémorer tous les débats qu'on a eus sur le Grand Paris, on a beaucoup parlé du Grand Paris Express. Est-ce que c'était une double truc? Est-ce que c'était comme ci, c'était comme ça? Et on a beaucoup parlé du logement, des centaines de milliers de logements qu'il fallait construire dans la métropole parisienne. Mais à aucun moment on a abordé de façon sérieuse un peu la question de l'économie. Et déjà à cette époque, moi j'ai toujours pensé que la question économique, et notamment en seconde couronne, je suis d'accord avec Rémi quand il dit à Paris, il n'y a pas de problème. À Paris, maintenant, le mètre carré moyen est à 12, 13, 14, 15, 16 000 euros le mètre carré. Donc, je veux dire, la mutation de n'importe quel bâtiment, elle se fait comme ça. C'est plutôt qui va l'avoir qui est la question. C'est pas qu'est-ce qu'on fait. Par contre, si on va, je sais pas moi, à Ris-Orangis, à Évry, un peu en seconde couronne, la question, elle se pose un peu différemment. Et j'ai toujours pensé que penser le Grand Paris, c'était aussi penser un peu cette métropole, un peu depuis ses marges. Et peut-être introduire un urbanisme qui est en capacité de justement parler un peu de l'outil productif qui pouvait devenir un peu le stimulateur ou la centralité dont vous parliez de ces territoires. Alors déjà au Grand Paris, par exemple, lors du Grand Paris, on avait parlé d'une situation, alors évidemment c'est sur le secteur Pleyel, hein, d'ailleurs dont on sait... sur lequel on a travaillé pendant pas mal de temps, mais qui aujourd'hui est en forte mutation. On avait travaillé sur cette situation et ce qu'on se disait, on est sur la Plaine Saint-Denis qui est un territoire hybride. Je pense que la ville productive, elle est hybride. Je pense qu'elle doit accepter l'hybridité. Et je pense que toutes les photos qu'on a vues aujourd'hui défiler, elles montrent cette hybridité. Et donc, il faut accepter, si on veut faire ville productive, il faut accepter cette forme d'hybridité, c'est-à-dire que c'est pas la ville haussmannienne, hein, d'une certaine manière. C'est une ville qui accepte les différences. Et donc, on a pas mal travaillé sur ce secteur-là, qui est le secteur Pleyel, qui est un secteur aujourd'hui en mutation. Il y a du tertiaire, il y a des grosses usines, il y a une vieille tour de bureau sublime qui s'appelle la tour Pleyel, il y a un autoroute, il y a un faisceau ferré un peu méchant. Mais s'il s'appelle le secteur Pleyel, c'est aussi parce qu'il y avait l'usine Pleyel, qui était vraiment sur le carrefour Pleyel, dit carrefour Pleyel. Donc ça veut dire que historiquement, c'est une histoire aussi de production. Et à l'époque, on avait fait juste une étude sur tout plein de communes pour repérer un peu tous les micro-outils productifs. Et en fait, il y en a 1 milliard. Enfin, c'est tous les petits trucs là que vous voyez en couleur, en bleu, en rouge, qu'on avait classifiés. Donc des choses très petites, 50 mètres carrés, 200 mètres carrés, 400 mètres carrés, jusqu'à des choses qui font plusieurs hectares. Mais ça veut dire on est réellement dans ce territoire jusqu'à aujourd'hui, dans un territoire qui sait mêler du logement, du pavillonnaire, des grands ensembles, du tertiaire supérieur, parce que c'est devenu la deuxième défense, mais aussi de l'outil productif. Et donc nous, à l'époque, on avait fait cette proposition, mais qui n'a pas résisté à l'effet du marché, à Brauzec et notamment à Plaine Commune, en disant, est-ce qu'on pourrait pas, aujourd'hui dans leurs règles, ils ont eux 30% dans toute opération, ils allaient au-delà de la loi SRU, c'était 30 ou un tiers de logement social dans toutes les opérations d'urbanisme. Et donc nous, à cette époque-là, on leur disait, est-ce qu'on peut pas dire que 30% de l'économique, parce que nous, il n'y a pas les émus, ça n'existe pas fondamentalement, est-ce qu'on peut pas, sur tous les mètres carrés qu'on va développer en tertiaire, prendre 30% qu'on impose par la règle urbaine en économie productive, créative, ce qui permettait de garder ce territoire un peu dans sa granulométrie, parce qu'aujourd'hui il est en train de virer petite défense avec probablement que c'est bien pour Plaine Commune, ça rapporte de l'argent, c'est bien pour les populations, mais je me rappelle que déjà à l'époque les élus de Plaine Commune ils avaient une certaine difficulté, parce que les populations qui habitent ce territoire, c'est pas elles qui travaillent dans les tours, les immeubles Reban qui sont qui sont déjà construits ou qui vont être construits sur ce territoire. Donc il y a une sorte à un moment donné, il y a une sorte de fragmentation entre qui habite là et qui travaille là. Donc pour nous, c'était un enjeu. Et je pense que la ville productive, elle peut être une réponse à tous ces enjeux un peu locaux
de développement urbain qui permettent un peu d'assurer un peu une sorte de mixité sociale, d'assurer une sorte de continuité. Voilà, je vais passer un peu vite parce qu'on a beaucoup parlé, mais nous à l'époque on avait fait ce projet. Évidemment, il y avait du tertiaire, donc on avait déjà imaginé le fameux un peu pont habité où on s'était battu avec SNCF, RATP pour mettre la gare plutôt côté Seine, alors qu'au départ ils voulaient la mettre ici, côté de la plaine. On a développé ce qu'on appelait le méta-îlot, qui aujourd'hui a été gagné dans le cadre de Réinventons la métropole 1 ou 2, je sais plus. Et à l'époque, on avait développé 3 tiers, un tiers côté fer pur tertiaire, un tiers productif, un tiers logement. Et moi j'aime bien toujours un peu cette idée des 3 tiers, parce qu'elle, voilà, tu dis, on le met, c'est la loi, et après, du coup, si c'est inscrit dans la loi, je pense qu'à un moment donné, l'économie de projet suit. Parce que je veux dire, aujourd'hui, si, parce qu'à un moment donné, les charges foncières, elles se calent d'une certaine manière à ce qu'on peut construire. Si la loi dit on peut faire que du bureau, bah évidemment, tout le monde se cale sur du bureau, donc on peut absolument pas faire autre chose. Et puis, il y avait aussi ce tissu qui était juste en dessous du méta-îlot, qui était un peu on appelait ça le village Landy, qui est déjà aujourd'hui un village, qui aujourd'hui est un territoire qui va muter par portion, parce qu'il y a des usines qui fonctionnent, il y a des activités logistiques qui fonctionnent, il y a des terrains qui se libèrent. Et l'idée, c'était de dire qu'on peut construire une sorte de village productif où il y a en même temps des ateliers, en même temps du logement, en même temps des lofts, en même temps des équipements scolaires, des écoles, et tout ça dans un espace public un peu relaxé, un peu détendu, qui permet de dessiner cette chose-là. Autre projet, peut-être certains d'entre vous vont visiter Chapelle Internationale, c'est un concours qu'on a gagné juste après le Grand Paris, je sais pas, 2009 ou je sais pas, 2010, je sais plus, 2009. Donc c'est un site vraiment branché sur le fer, branché sur les infrastructures. Je me rappelle quand on a commencé à faire le concours, on a fait ce dessin, qui est probablement le dessin originel, où on dessinait que les infrastructures en rose, parce qu'on est vraiment dans ce faisceau est et le faisceau nord, et puis la topographie. C'est-à-dire ici, vous voyez le Montmartre, Belleville, la Seine au nord. Et en fait, on a dit que la condition un peu de ce projet, c'était un peu cette territorialité entre infrastructure et topographie. Et à l'époque, dans la programmation, il y avait le long du faisceau nord, il fallait construire une grande halle logistique urbaine, donc maintenant qui existe, qui fonctionne très bien, écologique, durable, avec des choses électriques qui arrivent dedans, qui occupait plusieurs centaines de mètres et qui faisait 7 mètres de haut. Donc il y avait un peu cette ligne un peu de 7 mètres qui fermait ce quartier sur le fer. Et donc on a proposé juste de travailler sur 2 mondes. Un monde bas qui faisait ces 7 mètres. Donc on a programmé plutôt en saut, donc activité et habiter, travailler et habiter. Et puis plutôt en hauteur, des logements qui pouvaient monter à 50 mètres et qui allaient plutôt chercher un peu les qualités géographiques un peu du territoire. Donc qui allaient regarder plutôt le grand territoire. Donc le saut, c'était, voilà, si je vais vite, à l'époque, on se disait que dans 7 mètres, on pouvait habiter plus, habiter mieux, on pouvait en même temps dormir, faire la sieste, travailler, habiter, dormir, manger, etc. Et que ça permettait de dessiner une sorte de double monde qui permettait d'assurer une sorte de vie à l'échelle des rues. Et puis à l'époque, on avait fait juste une étude un peu bête et méchante, hein, je pense qu'on le faisait en 2009. Bon, c'est Jacques Tati, mais ça, c'est les nombres de petites entreprises créées à Paris. À partir de 2008, vous voyez, 2009, il y a une sorte d'explosion, il y a une sorte de micro-entreprise. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une explosion un peu des petites boîtes, des gens, des graphistes, des producteurs, des faiseurs, des makers, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, on expliquait à la ville de Paris qu'il y avait véritablement un marché. Donc, à l'époque, dans le concours, on proposait 89 unités SOHO. Ce qu'on proposait, c'est qu'elles soient toutes différentes. J'aime beaucoup ce dessin d'Andrea Branzi qui dit, voilà, qui est un peu pour dire qu'on ne peut pas faire du logement de masse, c'est-à-dire les gens sont tous différents, donc il y a une offre un peu particulière. Et donc l'idée, c'est que aussi là, la ville productive, elle devenait un peu une ville un peu à la carte, mais qui associait production et logement. Bon voilà, donc aujourd'hui c'est en construction, c'est quasiment construit, ça peut paraître méchant, mais c'est frontal. Donc tous les 2 niveaux ici, partout, sur l'ensemble de l'îlot, c'est un peu plus de 1000 logements, sont un outil productif qui va assurer un rapport au rez-de-chaussée, un rapport à la rue, etc. Juste un 3e projet qui est un concours. Hein
qui est 30 000 mètres carrés, qui est pas loin de Chapelle Internationale, où pareil, on a fait un peu la règle des 3 tiers. On a dit c'était dans le cadre de Réinventer Paris, mais on l'a perdu. C'était dire, on était porte d'Aubervilliers, donc voilà, territoire productif par excellence, un peu coincé entre des réseaux ferrés. Et on a dit peut-être qu'on pourrait faire ici le premier prototype d'un quartier productif en disant on met un tiers logement, un tiers 100% logement, un tiers 100% productif et un tiers un peu hybride, qui est ni logement ni productif, mais qui peut passer de l'un à l'autre. Donc on avait travaillé sur 9 bâtiments qui étaient tous assez spécifiques, qui avaient des structures différentes et des façons des planchers avec ce qu'on pouvait mettre dessus différents, etc., etc., qui tout d'un coup déterminaient d'abord un plan avec un espace public que vous voyez en blanc ici, mais qui déterminaient aussi des capacités pour ces différents bâtiments à fabriquer quelque chose. Et bon, je montre juste des images. Peut-être celle-là n'est pas. Tu vois, celle-là, par exemple, où on a un bâtiment 100% productif qui est à côté d'un bâtiment 100% logement, avec un bâtiment où il y a même des camions qui pouvaient rentrer dans cette ville ou dans ce quartier, où tout d'un coup on se dit que cette ville, si on réacceptait d'une certaine façon à ce que voilà des choses qui peuvent paraître méchantes, qui nous ont paru méchantes pendant quelques années, se réintroduisent en ville, je pense que ça change tout. Il y a quelques jours, qu'on travaille avec sur Montparnasse, et on était avec RATP. Tous les bus, tu le sais mieux que nous, tous les bus à Paris sont propres en 2024. Je veux dire, aujourd'hui, un bus, quand ça crache, c'est méchant, mais dès lors qu'ils deviennent tous électriques ou hybrides, c'est-à-dire que même la condition de l'espace public ou la condition d'un pôle multimodal change radicalement la condition de l'espace public. Enfin, et pour finir, l'île Fives, Fabienne nous en a un petit peu parlé. Donc on travaille ensemble depuis quelques années. Donc dans un site incroyable, ça c'est les photos qu'on a prises le premier jour où Fabienne nous invitait, on invite plein d'architectes qui sont en concours à faire des photos et visiter le site. Donc je me rappelle quand on est arrivé là, on s'est dit oula, mais il faut surtout rien faire parce que c'est juste sublime quoi. Donc on a essayé de rien faire tout en faisant. Donc on a fait ce projet-là. Donc ça c'est la première maquette qu'on avait faite pendant le concours. On a dit on essaie de garder toutes les halles et on essaie plutôt d'urbaniser autour des halles. Et puis les halles, on essaie de leur trouver un autre contenu. Je me rappelle à l'époque, même on pensait pourquoi pas du logement, tout ça. Martine Aubry, elle a dit ok, pourquoi pas votre projet, mais jamais de logement dans ces halles qui sont trop grandes, trop épaisses, etc., etc. Donc c'était un peu le deal. On a gagné le concours un peu sur cette image. Ça c'est une autre maquette. Mais l'idée, tout de suite, on a dit que d'une usine un peu sidérurgique, dans laquelle a été construit, je sais pas, la coupole du musée d'Orsay, le métro de Lille, où a été inventé l'international socialiste. Donc voilà, une vraie histoire. De quelle façon on pouvait en faire un quartier qui, en même temps, pouvait accueillir un hôtel industriel. Il y a 1200 logements, un lycée hôtelier, etc. Donc on a fait un peu la guerre ensemble avec Fabienne. Donc elle dit que c'est pas toujours très facile, c'est pas toujours très simple économiquement. Mais à la fin, disons le projet, c'est un peu ça. Donc globalement, toutes les halles ne sont pas réservées, mais une partie substantielle qui fait que tout d'un coup, la qualité un peu de ce site est là. Donc par exemple, le lycée hôtelier qui est là est déjà construit. Donc il y a un équipement public, qui est un lycée européen où tu as plein de jeunes. Vous avez vu tout à l'heure les photos. Il y a un passage public qui est ici, qui devient une sorte d'espace public qui devient un espace public couvert. De l'autre côté, il y a la halle gastronomique dont on a parlé tout à l'heure. Les cours industriels deviennent un peu les cours des espaces publics. Là encore, la question de l'eau, on travaillait avec Pascal Cribier sur ce projet. Je me rappelle Pascal, quand on visitait le site, tout de suite il m'a dit mais c'est incroyable, on a une sorte de parapluie, parce qu'en fait 70% du site, qui fait à peu près un peu plus de 20 hectares, ce sont ces halles. Il a dit c'est un parapluie, on pourrait juste récupérer l'eau, les stocker dans des choses et puis d'en faire un jardin d'eau. Donc voilà, ça aussi c'était très compliqué parce que le système de gestion entre la communauté urbaine ou la métropole et la ville de Lille n'ont pas été très simples, mais on y arrive. Et donc on arrive à un projet où là on voit voilà une autre version. Donc aujourd'hui ça c'est la phase 1, donc qui logiquement
est fini, je sais pas, dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Hein. C'est presque tous les projets qui sont déjà lancés aujourd'hui, avec déjà une fragment d'espace public qui se met en place, dont on voit ici donc un espace public qui va être un peu particulier, qui essaye de tirer parti un peu de ce territoire industriel. Donc toutes les cours, on a recyclé tous les pavés qui sont là, on a recyclé, mais pour les rendre en résonance avec les usages d'aujourd'hui. Et puis après, ce qu'on appelait nous les espaces capables, qui sont ces espaces qui ont vocation à rester productifs. Donc sur toute la partie au nord, autour du lycée hôtelier, on y arrive. Il y a la halle gourmande. Aujourd'hui, il y a un grand producteur de gâteaux, de pâtisseries, qui va réinstaller toute son unité de production, qui est aujourd'hui dans l'île Centre, ici. Donc il y a quelque chose qui est en train de se dessiner doucement, un peu de sorte de couture par petites choses autour de la question de la gastronomie, de la bouffe, de l'alimentation, etc., etc. Et ça donne un peu comme ça une sorte de première séquence productive qui devient aussi la séquence qui va dessiner un peu la centralité un peu du quartier. Donc là, on voit juste la première séquence qui est déjà réalisée. Donc quand on y va, c'est franchement puissant. Ça veut dire que le fait d'avoir gardé ces halles, comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est impossible économiquement de construire des bâtiments de cette ampleur. C'est anti-économique. Mais le fait d'avoir réussi à les préserver et de leur donner une fonction, pour moi, c'est aussi un enjeu quasiment d'utilité publique. C'est-à-dire que ça dépasse l'économie de projet ou je ne sais quoi. C'est un enjeu d'utilité publique. Donc cette photo, vous l'avez déjà vue. Donc c'est le lycée hôtelier, donc qui s'adresse sur le passage public. Donc au lieu de voir des commerces et des magasins, on voit des jeunes qui découpent le jambon, qui apprennent à faire des gigots, qui font de la boulangerie. Voilà. Et puis là, c'est le jardin du lycée hôtelier. Et voilà, et c'est fini. Merci Jamel Clouche, merci à tous les 4.